Bienvenue à Art et Compagnie, le tout premier numéro de votre nouveau magazine mensuel sur Rwanda TV. Nous vous amènerons au cœur de l'industrie créative chaque mois avec ce magazine qui sera multiplié ou plutôt divisé en 3 parties, puisque dans la première partie, on aura un doc. Et dans ce doc, c'est vraiment une immersion à l'intérieur de la vie, des esprits de ceux qui créent l'art, la magie artistique que nous aimons tellement. Dans la deuxième partie, ce sera dans les coulisses, avec un entretien avec un artiste que vous connaissez ou que vous allez découvrir pour un peu plus découvrir sur ses motivations, mais aussi son esprit créatif. Qu'est-ce qui se passe dans son psyché? Et puis, on finira toujours par une rencontre avec vous, notre public, un trottoir qui ira discuter avec vous, vos choix, vos préférences en termes d'œuvres artistiques qui se passent ici au Rwanda, mais aussi sur le continent et pourquoi pas plus loin, mais toujours avec un point de vue qui nous vient d'ici chez nous, Made in Rwanda, local, rwandais. Oui. Alors, sans trop tarder, commençons là tout de suite avec le tout premier doc de Art et Compagnie qui sera une immersion dans l'industrie littéraire, dans l'industrie du livre ici au Rwanda. Nous allons suivre Dominique Alonga Uwase qui est à la tête de Imaginwi, une maison d'édition ici au Rwanda, mais aussi aller à la rencontre d'autres acteurs de l'industrie littéraire ici au Rwanda. C'est parti là tout de suite. Au cœur de l'Afrique, le Rwanda, pays des 1000 collines, est aussi une terre de mots, M-O-T-S. Mais quel est le visage de son industrie littéraire? Comment les maisons d'édition façonnent-elles le paysage culturel? Et quel avenir se dessine pour les auteurs et les lecteurs rwandais? Ce documentaire explore le rôle, la place et l'avenir des maisons d'édition sur le marché littéraire rwandais à travers les témoignages de ceux qui le font vivre. La maison d'édition Imaginwi opère au Rwanda depuis à peu près une décennie. Créée par une jeune Rwandaise, Dominique Uwase Alonga, l'entreprise est aujourd'hui une des figures majeures du paysage littéraire du pays des 1000 collines. Mais quelle stratégie ont-ils adoptée pour partir d'un terrain quasi vierge et en faire un champ bourgeonnant de dynamisme? Une maison d'édition, la première mission, c'est au fait de donner une plateforme aux écrivains, aussi je pense aux designers graphiques et illustrateurs, mais plus que ça, plus que sortir les livres pour que les livres sortent de l'esprit des écrivains et qu'ils deviennent un truc concret, il faut aussi cultiver une culture de la lecture pour que les livres soient reçus dans les écoles, dans les maisons des gens. Et donc on fait, c'est un double travail au fait, c'est cultiver l'auteur mais aussi cultiver le marché. Imaginwi, c'est vraiment une maison d'édition qui est un peu pionnière ici au Rwanda. On est les deuxièmes, la deuxième maison d'édition commerciale, si je peux l'appeler comme ça, parce que la majorité, au fait, travaille par demande. Donc, il y a des ONG qui disent on veut un livre sur la malaria et il y a quelqu'un qui va produire. Ce que nous, on a fait différemment, c'est de recevoir des histoires de toutes les personnes qui ont du talent et d'écrire des histoires diverses, au fait. Et c'est comme ça qu'on a dû aussi créer la demande, parce que quand une ONG demande un livre, ils savent où le livre va aller. C'est dans les centres de santé ou dans les... Voilà. Et nous, ce qu'on a fait, c'est de cultiver une culture de personnes qui lisent pour le loisir, mais qui aussi aiment la lecture et qui comprennent que la lecture contribue à l'émotion, à la santé mentale, mais aussi pour les tout petits, on a remarqué que ça aide avec les maths, les sciences, parce que ça élève la curiosité. Donc le défi, c'était d'expliquer ça à l'audience et de créer une audience dans un
pays qui est plus oral. Donc nous, quand on a commencé, c'est les grands-parents qui passent l'histoire et les parents, ils passent l'histoire aux enfants et les enfants. Et c'est vraiment plus oral, c'était de la bouche à l'oreille. Et on perdait la qualité des histoires, surtout qu'on a perdu pas mal de la génération entre la génération qui avait dans les quarantaines avant le génocide contre les Tutsis. On n'en a plus beaucoup. Et donc les histoires, soit ils se perdent complètement, soit les histoires elles changent. Elles ne sont plus les mêmes. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut expliquer à notre culture, à tous qui sont traditionnels, qui veulent vraiment qu'on respecte notre culture orale, que ça, ce n'est pas un ennemi de la culture, mais que c'est quelque chose qui vient pour préserver notre culture d'une manière où, dans 100 ans, l'histoire que moi j'ai reçue est exactement la même parce que c'était écrit. Et donc on a dû créer ça, on a dû visiter des centaines d'écoles, on a dû faire toutes sortes de campagnes sur les réseaux sociaux, on a dû avoir des partenariats avec des musiciens, des influenceurs de médias sociaux, on a fait tout ce qu'on pouvait, les médias traditionnels, la télé, les journaux et tout, pour vraiment qu'on crée un sens que c'est cool. En fait, surtout les jeunes, eux, ils se demandent, ils veulent s'associer à des choses cool. Joseph Ngouanié est un auteur rwandais et belge, dont le travail a été reconnu à l'échelle internationale, notamment avec le livre « La promesse faite à ma sœur ». Aujourd'hui, il opte de publier à travers une maison d'édition locale rwandaise et de s'impliquer dans des événements locaux, comme les rencontres internationales du livre. Il est important qu'il y ait des maisons d'édition, parce que traditionnellement, c'est elles qui garantissent la visibilité du livre et qui font émerger des auteurs. Mais le monde de l'édition, en fait, subit beaucoup de bouleversements, pour plusieurs raisons, pour des raisons de crise structurelle, l'émergence du numérique depuis un certain temps. Mais aussi un autre problème, c'est que la concentration des grandes maisons d'édition accapare tout le circuit du livre et restreigne un peu la diversité des voix. Et donc les maisons indépendantes n'ont pas beaucoup de place. Et c'est ça aussi la difficulté. Et puis il y a aussi une autre difficulté, c'est l'émergence en effet du numérique avec de l'auto-édition, des réseaux sociaux, etc. aussi. Et voilà. Et la culture aussi du livre, la lecture, le temps de lecture qui diminue parce qu'il y a des séries, il y a des réseaux sociaux. Donc Internet, le numérique a beaucoup changé dans le circuit du livre de manière générale. Mais moi j'estime que les maisons d'édition classiques sont à mon humble avis, qu'elles sont importantes. De leur côté, les maisons d'édition multiplient les stratégies, mêlant schémas traditionnellement suivis par leurs compères à l'international et formules correspondant aux réalités du terrain au Rwanda. Par exemple, on a un partenariat avec une maison d'édition américaine, donc on dit qu'on va acheter la licence pour 1000 copies. Donc après 1000 copies, on va encore acheter la licence. Ou vous allez prendre soin de l'Afrique et l'Asie, nous on va prendre soin de l'Europe et tout ça. Donc aussi, il y a des auteurs qu'on a comme ça. Donc les opérations sont un peu plus... c'est beaucoup, mais c'est un peu facile parce qu'on était ici, ça fait 10 ans. C'était pas comme ça 8 années, mais ça fonctionne et on continue à avancer et à faire des partenariats avec d'autres maisons d'édition parce qu'on a 40 maisons d'édition ici au Rwanda. Donc on essaie de travailler avec tout le monde et pour que chaque personne qui a une histoire puisse le lire et l'écrire et le mettre au monde. Et nous sommes ici pour ça. À l'époque, il n'y avait que 2 librairies.
Il y a une seule bibliothèque nationale fully equipped ici au Rwanda. Et on a dû maintenant être un peu plus créatif. Donc c'est là que notre équipe de vente a dit les aéroports, les hôtels, les touristes, ça aussi c'est une opportunité. Si les gens se rencontrent, il faut qu'on place un petit bookshelf pour montrer nos livres. Et on est entré dans les cafés, on est entré partout. Vraiment, on va nous trouver partout pour vraiment s'associer à ce que les gens acceptent déjà. Et maintenant, on est dans des pharmacies. Vraiment, on a essayé de cultiver ça. Et de l'autre côté, quand la demande a commencé à monter, on a réalisé que les auteurs rwandais sont plus confortables à parler de leurs histoires de survie du génocide contre les Tutsis et les sortir de parler d'autres choses, la romance, le mystère, la comédie. Ça, c'était toute autre chose qu'on a dû construire. Et c'est là qu'on a aménagé un centre de training pour les auteurs et pour les illustrateurs. Et maintenant, on a toute une équipe d'illustrateurs qui sont incroyables. Et maintenant, les auteurs aussi ils commencent à monter. Donc, c'est là qu'on commence à sentir 10 ans après. Alors, le livre, c'est très important puisque, comme on dit, les écrits s'envolent, mais les écrits restent. Donc, écrire de manière générale, les écrits, c'est ce qui reste vraiment dans la mémoire des gens, dans la mémoire des pays. Donc, les livres, de manière générale, c'est un savoir très précieux, de manière générale, qui permet de transcender le temps même. La médiathèque de l'Institut français du Rwanda est un des hubs les plus actifs pour les auteurs et lecteurs de Kigali, proposant une bibliothèque avec divers ouvrages et une panoplie d'activités autour du livre. Alors, les activités qu'on mène à la médiathèque, comme l'atelier d'écriture ou le club de lecture, ça a vraiment pour but de promouvoir l'écriture, la lecture, et vraiment stimuler les artistes, les écrivains, les poètes, les slammers dans leur processus d'écriture, et aussi en fait faire la rencontre avec le public. Donc c'est vraiment dans le but de promouvoir la lecture et l'écriture. Alors l'atelier d'écriture, en fait, c'est un rendez-vous qu'on fait chaque semaine. Et donc on se retrouve ici à la médiathèque et on accompagne les personnes qui ont des projets d'écriture ou d'autres personnes qui n'en ont peut-être pas encore mais qui souhaitent écrire. Donc vraiment on les accompagne dans leur processus d'écriture. On invite aussi parfois des invités, des écrivains. On a la dernière personne à nous avoir visité, c'est Dominique Sélis, ou des gens comme Gaël Faye, Jean-Marie Vianney-Lulangwa, enfin on essaie d'inviter beaucoup d'écrivains rwandais. Donc ça c'est l'atelier d'écriture. Et puis le club de lecture, c'est un rendez-vous qui se tient chaque mois. Et là on se retrouve autour d'un livre qu'on va discuter, qui traite de sujets assez différents, souvent des sujets qui concernent notre société. Et on en discute, on discute du livre, on discute de ces sujets-là. Et il y a aussi une autre activité qu'on a démarrée il n'y a pas très longtemps, qui est une scène ouverte, une soirée de scène ouverte où on a un micro et toutes les personnes qui ont des textes, qui veulent lire leurs textes, que ce soit des textes de romans, de la poésie, du slam, de toutes sortes de choses, de la chanson même. Le micro est à eux, ils peuvent profiter de cette occasion pour présenter ce qu'ils écrivent. Le livre est certes un cliché d'un moment de l'histoire capturé par des mots, mais l'auteur, quant à lui, le voit comme un outil d'expression, une fenêtre sur son imaginaire et son psyché. Pour moi, l'écriture, c'est le voyage et j'invite les lecteurs à m'accompagner à travers mes différents voyages que je fais à la rencontre souvent des personnes qui me sont très éloignées physiquement, et pour réaliser que finalement ces personnes-là peuvent partager un regard sur le monde que nous, alors que notre propre voisin, parfois on n'arrive pas à s'entendre et à se comprendre. Donc pour moi c'est intéressant de partager, c'est le regard, et comment est-ce que je vois le monde, et j'invite les gens à m'accompagner, et d'accord ou pas d'accord, de le partager, mais c'est ce que j'essaie de faire. Et d'ailleurs, comment se porte le marché littéraire à l'heure d'aujourd'hui, avec l'évolution des tendances quant aux formes de consommation
et d'édition du livre, l'audio-livre, les livres numériques, etc. Les opérateurs de cette industrie s'adaptent progressivement à ce contexte en perpétuel changement. Alors le marché littéraire rwandais est un marché qui est assez petit mais qui se développe assez rapidement, il est en progression. On a quelques librairies, on a 3 librairies, on a quelques bibliothèques aussi qui peuvent être accessibles au public, une dizaine, entre 10 et 20. Et la production se développe aussi puisque pour l'année 2024, on a eu presque une centaine, 86 livres qui ont été sortis d'auteurs rwandais. Les maisons d'édition aussi se développent, on en a maintenant une douzaine. Donc vraiment c'est un marché qui est en train de se développer, mais voilà, il y a encore du travail. Alors pour s'adapter à la consommation qui change avec les nouvelles technologies, eh ben, on essaie justement d'investir tous ces formats-là, comme le livre audio. Ici à la médiathèque, on va commencer à développer une bibliothèque sonore, donc avec des livres audio. On essaie aussi, avec les livres électroniques, aussi, de rendre disponible ça en format numérique. Voilà. Et puis on essaie aussi malgré tout de promouvoir quand même les formats un peu plus traditionnels, donc les livres papier, les magazines, les bandes dessinées aussi. On essaye de vraiment varier et d'investir tous les formats de lecture. Au tournant d'une nouvelle ère où le monde intègre l'intelligence artificielle à la quasi-totalité de son quotidien, cette avancée technologique est vue comme un atout pour le secteur littéraire. Il y a vraiment beaucoup de défis autour des nouvelles technologies. Mais ce qu'on a remarqué avec Imagineway et nos auteurs qui sont en train de soumettre des livres, c'est que leur processus d'arranger leurs idées est devenu un peu plus facile avec les IA. Donc c'est toujours leurs idées, mais le stress d'avoir à écrire et avoir cette peur-là, les fautes d'orthographe, tout ce qui est grammaire, ils ont maintenant un partenaire. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent vraiment travailler un peu plus dur pour ne pas se ressembler entre eux. Donc à cause de ChatGPT et tout ce qui est DeepSeek, Claude, AI et tout le monde se ressemble. Et maintenant, quand on les forme, on leur dit c'est pas possible de ressembler à tout le monde. Il faut maintenant travailler un tout petit peu plus dur pour relever ton sens de qu'est-ce qui est plus unique sur toi. Et c'est ça le défi. Et la même chose pour nos illustrateurs. Il y a beaucoup d'IA qui sont sortis les dernières 3 années qui ont avalé les illustrateurs. Et c'est là qu'on les force à développer une signature. Qu'est-ce qui est différent sur toi? Et c'est ça, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui va t'identifier dans un marché. Je pense que c'est important qu'il y ait des maisons d'édition qui éditent à partir du Rwanda. Et d'ailleurs, pour mon dernier bouquin, j'ai décidé de le faire avec une maison d'édition qui se trouve à Kigali, qui s'appelle Histoire et Images. Et je trouve que c'est intéressant aussi, quand on a la chance d'être publié ailleurs, à un moment donné, de revenir aussi pour soutenir la chaîne du livre au Rwanda. Dominique Ouassé Alonga est optimiste quant au futur de l'édition au Rwanda. Sa force, une collaboration continue entre les acteurs de la chaîne du livre. Comment renforcer la collaboration entre les acteurs de la chaîne des livres? La première chose, je me dis, c'est d'avoir confiance entre nous-mêmes. Ça, c'est vraiment la première chose. Les illustrateurs, les éditeurs, les imprimeurs, les vendeurs, les médias, tout le monde est en train de soulever la culture rwandaise et aussi la culture africaine parce que nous, on essaye de relever et de redire l'histoire africaine d'une manière plus positive, de qualité haute. Et donc, si on se sépare, on ne va pas travailler ensemble. L'autre chose aussi, c'est qu'on a vraiment besoin de fonds, on a besoin d'aide et s'entraider. Ce qu'on a fait au Rwanda qui est très très intéressant, c'est qu'avec cette confiance-là, on a des imprimeurs qui nous disent « on sait que vous étiez là l'année passée, on va vous produire ce livre, on va vous produire aussi un payment modality. Vous allez nous payer en vendant vos livres. » Et ça, c'est vraiment une confiance qui pousse à l'avant,
qui aide beaucoup d'auteurs qui ne pouvaient pas avancer 1 million, 2 millions, 3 millions pour leurs livres. Et ça, c'était une confiance qui nous a vraiment plu. Et les médias qui viennent, ils disent, on a trouvé cet auteur, il est exceptionnel, on va lui offrir un interview, ça va aider les ventes, qui va aider le paiement de l'imprimeur, qui va aider. Donc, cette confiance-là a créé un système très unique au secteur rwandais de la littérature, mais ça marche pour nous. Et on s'entraide et il faut garder la confiance. Donc, si on ne paye pas à temps, ça va tuer parce que ça tue le business de l'autre aussi. Et se voir vraiment comme, pas vraiment une famille, mais vraiment comme des collaborateurs qui n'existeraient pas sans l'autre. L'avenir de l'édition rwandaise dépend de notre capacité à innover, à collaborer et à transmettre le goût de la lecture aux générations futures. La littérature rwandaise est un trésor à préserver et à partager. Ensemble, construisons un avenir où les mots éclairent nos vies et nourrissent notre imagination. Ça, c'était notre doc. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur l'industrie littéraire et aussi l'importance qu'elle a. Oui, continuons là tout de suite, mais je vais prendre bien sûr le temps de remercier tous ceux qui ont bien voulu intervenir dans cette première partie. Alors là tout de suite, nous allons cette fois-ci aller à la rencontre d'un producteur de musique que vous connaissez très bien. Pastor P, c'est une légende de la production musicale, pour le dire comme il faut. Parce que ça fait environ 20 ans maintenant qu'on le connaît, qu'il produit de très belles musiques. Il a un tout nouveau projet extraordinairement passionnant parce qu'il a décidé de fouiller l'histoire de la musique rwandaise en allant à la rencontre des communautés locales ici et là dans différentes régions du Rwanda et de la région pour comprendre un peu plus l'origine de la musique folk rwandaise. Allons à la rencontre et dans les coulisses du travail du producteur Pastor P. Il est l'un des piliers de la production musicale rwandaise. Un visionnaire qui a façonné le paysage musical moderne du pays. Producteur, découvreur de talents et maintenant fouilleur de l'histoire avec son projet Ndanga. Rencontre avec un homme discret, mais dont l'influence est immense. Pastor P, un nom qu'on ne présente plus. Nous sommes ici pour découvrir les secrets de son succès, son regard sur l'évolution de la musique rwandaise et africaine, son travail de recherche sur l'histoire de la musique rwandaise et sa vision de l'avenir. Alors, il y a 20 ans maintenant, tu t'es lancé dans la musique. Ça va vite, hein? Ça va très très vite. Ouais. D'où est venue cette... je sais même pas, comment as-tu osé? Parce que c'est une sorte de folie à l'époque où l'industrie musicale n'existait pas. Moi, je trouvais ça un peu spécial pour moi parce que c'est un appel, je dirais. L'univers m'a appelé, Dieu m'a appelé pour travailler. Et pour moi, mon parcours, ça a été vraiment pas comme les autres. Ça a toujours été quelque chose de folie. Je ne voyais pas l'avenir, je ne voyais pas où ça va, mais j'avais confiance en ce qui me pousse à faire ça. J'ai commencé à l'église. À l'église, tout le monde essaie, on va louer, on va chanter. Mais après, j'ai commencé à faire des contributions dans des chorales. Je ne savais même pas, je n'ai pas été à l'école de musique, mais quand même, j'avais des idées musicales, quoi, tu vois. Donc, et puis après, je me suis retrouvé en train d'aller d'escorter des chorales au studio, à les enregistrer, donner des idées, tout ça. Mais je ne voyais pas ça comme vraiment ma carrière, tout ça. Mais j'aimais ce que je faisais, quoi. Mais je ne voyais pas où ça va, je ne gagne pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'était juste un amour qui me poussait à faire, c'est la passion. Et du coup, ce n'était pas juste la musique, c'était aussi le Rwanda en général. Moi, j'ai commencé le poste après le génocide contre les Tutsis. Et là, la génération, pas la génération, toute la nation n'avait pas vraiment... On poussait, mais on ne voyait pas très très loin. Sauf le leader, le président, qui
qui savaient que ça va aller. Nous, on ne savait pas. C'est comme les enfants à la maison qui n'ont pas à manger, mais papa va trouver. Quoi. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Je veux faire de la musique, je la fais. Ouais, on va voilà. voir ce que ça va donner dans le futur. C'était ça, franchement. C'était ça. Et ça m'a vraiment beaucoup poussé à apprendre. J'ai beaucoup appris que travailler. Mon idée, c'était d'apprendre. Et la petite vient t'en manger, quoi, tu vois. À une époque où les infrastructures étaient limitées, il a su créer un espace de liberté et de créativité pour les artistes rwandais. C'était en 2008, je pense, ou en 2009, 2008 ou 2009, je suis venu une fois à ton studio. Arrête. Oui. Là, arrête. Oui. Ah. Oui, absolument. Et à l'époque, c'était la première fois que je venais à Kigali. Et puis j'avais une amie qui était ici pour travailler sur son album. C'était une chanteuse de gospel qui s'appelait Ngabile. Ngabile, ah voilà. Hey. Oui. Ah, ça fait longtemps. Je suis au studio avec Pastefi et j'ai dit, oh mon Dieu, parce que c'était un nom pour nous, les fans de musique. C'était la référence en termes de production musicale. Et je suis venu à votre studio et tu étais très concentré et vous étiez en train de créer de la magie. Et ça m'est resté en tête jusqu'à aujourd'hui. Ah, franchement. Et voilà, presque 20 ans plus tard, tu continues à faire. Tant mieux, on a une mémoire, quoi. Oui. Je sais que je ne t'en avais pas encore parlé. Oui, et alors, tu as continué à travailler sur la musique. Tu as travaillé avec, je parlais d'un artiste gospel, des artistes de musique, disons, presque traditionnels, des artistes de musique très modernes. Vaste, au Rwanda, dans la région, ils sont tous venus te voir. Est-ce que tu avais des critères pour choisir les artistes ou les projets sur lesquels tu travailles, ou bien c'est dans le même sens, tu dis ok, j'y vais et puis on va voir ce que ça va donner? Pour moi, je pense que l'une de mes caractéristiques que tout le monde connaît, c'est que j'aime beaucoup la bonne musique. Donc, même si tu veux venir travailler avec moi, tu dois être sûr de ce que tu vas faire. Moi, je ne sais pas dire que tu dois être parfait, mais tu dois avoir la passion et que ça soit là, quoi, tu vois. Je n'ai pas toujours bossé pour l'argent. Je n'ai pas fait la musique pour l'argent, jusqu'à maintenant. Moi, j'ai toujours voulu faire la bonne musique. Alors j'ai d'abord dit, je me suis demandé, pour pouvoir apprendre la musique rwandaise, comment ça sonnait dans les montagnes avant l'époque précoloniale, avant la colonisation. Donc j'ai pris la carte du Rwanda et j'ai trouvé les royaumes qui étaient là. Et j'ai fait la localisation de ces royaumes. Je suis allé chercher les gens qui ont été dans cette localisation pendant longtemps. Ils ont toujours cette culture, ils ont toujours cette histoire. C'est eux avec eux que je connais. C'est comme ça que j'ai tracé, quoi. Et qu'est-ce que, si tu pouvais, en une phrase, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est ta conclusion, si tu peux faire une phrase? Je ne sais pas si c'est possible. J'ai appris que le Rwanda, la carte nous a menti. On dit c'est petit, mais ça n'a rien à voir avec petit. On a une richesse dans la culture. Par exemple, partout, moi je viens de l'Ouest. Chez nous, on a une culture un peu semblable du Congo. Il y a les choses qu'on mange là-bas, chez nous, qu'on ne mange pas à l'Est. Mais même il y a comme les maniocs, d'abord, il y a la façon dont on fait les maniocs, mais c'est juste chez nous qu'on fait ça comme ça. C'est la même chose pour la musique? C'est la même chose pour la musique. Donc, et je dis ça dans chaque région. On a la façon dont ils mangent, dont ils s'habillent. Dans le Rwanda, si on dit des Taïwoumoué, maintenant, moi, j'ai beaucoup appris que, voilà, Oboumoué no Bongo. Les Rwandais, ce n'est pas des Hutus, des Tutsis, des Tois comme ils pensent.
Les Rwandais, ils sont vraiment... On a beaucoup de Rwandais, on a des chrétiens, nous sommes unis par un esprit rwandais, mais on a tant de diversité, même dans l'ambiance, la musique, les danses. Parce que moi, toujours, je me demandais si on arrive à Kigali, on voit quelqu'un qui danse comme ça, on va penser que c'est tout le Rwanda. Mais tout le Rwanda, chez nous, on danse comme ça. Moi, j'ai vu les gens qui chantent comme ça quand je suis un peu après primaire, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que cette ambiance ne se perd pas, surtout dans les mariages. Dans les mariages, c'est là où il y a une culture, les gens qui dansent la musique. Alors, ils ont commencé à danser la musique qu'ils ne sont pas vraiment connectés parce qu'ils n'ont pas des enregistrements de la bonne musique pour eux. Alors, moi, je me suis dit, OK, moi, je dois ramener cette ambiance, ce qu'ils font chez eux, mais dans le monde actuel, il y a la technologie, mettre ces chansons sur de bons sons, comme ça on peut vivre. L'avenir de la musique africaine est prometteur, à condition de miser sur l'authenticité, la créativité et la collaboration. La création, c'est de faire quelque chose d'original, que toi, tu écoutes, que toi, tu entends, mais personne d'autre, ils n'ont pas besoin d'attendre d'écouter ça, tu vois. Si toi, tu es vraiment sûr de ce que tu fais, si quelque chose te pousse à faire quelque chose un peu étrange, que tout le monde ne voit pas, toi, tu le vois, c'est ça maintenant qu'on doit amener. Sinon, si tu amènes ce que tout le monde a, ce que tout le monde fait, il n'y a rien d'original. Un homme de l'ombre, mais un géant de la musique rwandaise, son héritage est immense et son influence continuera de se faire sentir pour les générations à venir. Merci beaucoup, Pasteur P, de nous avoir accordé cette vue dans les coulisses de ton travail. Et on aime bien finir, Art et compagnie, par aller à la rencontre de notre public. Notre trottoir aujourd'hui s'interroge sur les séries préférées du grand public rwandais. Alors, il y a mon oreillette qui part, mais il faut qu'elle reste ici parce qu'on doit suivre quel a été le choix parmi ces séries qui sont très populaires chez les Rwandais. Lesquelles choisiriez-vous? On a discuté avec certains ici en ville de Kigali. Chez vous aussi, vous allez nous dire quel est votre choix. Quelles séries font vibrer le Rwanda? Nous avons demandé aux fans de choisir leurs favorites. Votez avec nous. Entre les séries City Maid, Papa Sava et Umuturage, laquelle tu choisis? Papa Sava. Yes. Kubera ko ndayikunda, igira ubutumwa bwiza, ikora ku mpande zose zitandukanye ku buzima bwose. Niyo mpamvu nyikunda cyane. Merci beaucoup, Diane. Merci aussi. Les séries Papa Sava, Umuturanyi et City Maid, laquelle tu choisis? Moi, je préfère Papa Sava. Papa Sava, pourquoi? Parce que Papa Sava, il me fait rire. Merci. De rien. Entre les séries City Maid, Umuturanyi et Papa Sava, tu choisis laquelle? City Maid. Oh, pourquoi? Kubera yuko haba harimo ubuzima busanzwe. Merci. Merci. Entre les séries Papa Sava, Umuturanyi et City Maid, laquelle tu choisis? Moi, je préfère Papa Sava. Papa Sava? Pourquoi? Il me fait rire beaucoup. C'est vrai, il est très drôle. Merci beaucoup. Oui. Entre les séries
Umuturanyi, City Made et Papa Sava, laquelle tu choisis? Papa Sava. Oh, pourquoi? It is so funny. It is very funny. C'est très drôle, c'est vrai. Merci beaucoup, Patrick. Merci, merci. Dis-moi, entre les séries Umuturanyi, Papa Sava et City Made, laquelle tu choisis? Umuturanyi. Oh, pourquoi? Clapton Chibonke akora ibintu byiza cyane, ndamukunda. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour le tout premier numéro de Art et Compagnie, votre magazine mensuel sur la culture et l'art sur votre chaîne Rwanda TV. Merci beaucoup à toute l'équipe derrière qui a fait que tout ça puisse se réaliser. Merci à tous les artistes qui ont bien voulu nous parler et aussi à vous, le public qui nous avez suivis et qui nous avez aussi parlé face à la caméra. Ce sera un plaisir de vous retrouver le mois prochain avec plus de sujets et plus de découvertes autour de l'industrie créative rwandaise. À bientôt!